23 novembre. Un groupe de 5 pirates somaliens, lourdement armés, vient de monter à bord du MV Central Park, un chimiquier qui traverse le golfe d'Aden. Les pirates se sentent confiants et maîtres de la situation. Ils pensent qu'ils sont sur le point de décrocher un énorme pactole. Ils se trompent, et dans les minutes qui suivent, ils vont se rendre compte de l'énorme erreur qu'ils viennent de commettre. Alors que la nouvelle du détournement de Central Park commence à se répandre, la réaction d'une grande partie du monde a été la stupeur et la confusion, parce que l'ère de la piraterie somalienne était censée être terminée. Elle avait en fait pris fin il y a plus de 10 ans. Entre 2008 et 2012, la piraterie au large de la Corne de l'Afrique a atteint son apogée. Les images de l'époque sont inoubliables. Les journaux télévisés étaient régulièrement remplis d'histoires de pétroliers, de chalutiers et de transporteurs de produits chimiques détournés par de jeunes Somaliens, généralement armés de fusils AK-47 et de lance-roquettes RPG. Utilisant de petits hors-bords pour rattraper rapidement leurs cibles, les pirates montaient à bord à l'aide de grappins, de cordes et d'échelles, avant de prendre les équipages en otage et de formuler d'audacieuses demandes de rançon. Au fil des années, leurs opérations se sont étendues, tant en portée qu'en ampleur. Le nombre d'incidents a atteint près de 300 détournements en 2011, et les eaux du golfe d'Aden, de la mer d'Arabie et même de certaines parties de l'océan Indien sont devenues de plus en plus périlleuses à mesure que les équipages de pirates devenaient plus audacieux et plus avides. Les compagnies maritimes ont eu recours à des mesures de plus en plus désespérées pour protéger leurs navires. Par exemple, en ordonnant aux capitaines d'augmenter leur vitesse lorsqu'ils naviguent près de la Somalie, engager des gardes armés privés pour surveiller les ponts, et même installer du fil barbelé sur les côtés des navires pour rendre l'abordage plus difficile. Ça a fonctionné, mais seulement dans une certaine mesure. Les attaques continuaient, les pirates empochaient des millions de dollars, pour eux-mêmes, pour les clans auxquels ils appartenaient, et pour leur soutien douteux. En avril 2011, ils ont établi un record mondial pour la plus grosse rançon jamais versée. Après qu'une somme stupéfiante de 13,5 millions de dollars ait été versée pour la libération d'un pétrolier géant battant pavillon grec, ou VLCC, et son équipage de 25 membres, qui avait été retenu en otage pendant 58 jours. Le navire transportait 2 millions de barils de pétrole, d'une valeur d'environ 200 millions de dollars, ce qui explique en partie pourquoi une rançon aussi élevée a finalement été payée. Mais il était évident que ce genre d'incident ne pouvait pas continuer à se reproduire sans cesse. Le monde ne pouvait pas rester les bras croisés et laisser les pirates prospérer indéfiniment, alors il a décidé de faire appel aux gros moyens. Dans une démonstration presque sans précédent de collaboration internationale, plusieurs nations, dont les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie et divers membres de l'Union européenne, ont établi des patrouilles navales dans toute la région. Ils ont envoyé des navires de guerre, des destroyers et des patrouilleurs, transformant le golfe d'Aden d'un terrain de jeu pour pirates en l'une des voies navigables les plus surveillées au monde. Ça a marché. L'âge d'or des pirates a pris fin, et au fil des années, le nombre d'attaques, ou même de tentatives d'attaque, est tombé à 0. Et cela a duré ainsi pendant plusieurs années. Il semblait que le problème avait été résolu, mais en réalité, il n'avait été que mis en suspens. Les pirates n'avaient pas été éliminés, ils attendaient simplement leur heure, attendant la bonne conjonction d'événements pour pouvoir faire leur retour. Et au début des années 2020, les planètes se sont alignées. Le chaos a commencé à se propager dans tout le Moyen-Orient, atteignant son paroxysme fin 2023, avec l'attaque du 7 octobre, menée par le Hamas, et le début de la guerre de Gaza. Alors que la situation s'aggravait, les grandes puissances mondiales se sont concentrées davantage sur la crise en cours, reléguant au second plan les inquiétudes concernant d'éventuelles attaques de pirates. Les patrouilles maritimes ont commencé à diminuer, à mesure que les navires de guerre et autres bâtiments étaient relocalisés ou recevaient de nouveaux ordres, et les pirates somaliens ont commencé à sortir de leurs cachettes. Sentant qu'il y avait une situation à exploiter, ils sont repartis en mer, et, en 2023, les craintes ont commencé à émerger, à l'idée qu'une toute nouvelle ère de piraterie somalienne était sur le point de commencer. En novembre 2023, ces craintes allaient se réaliser, et le monde allait comprendre que l'ère des pirates somaliens n'était pas terminée. Après tout, l'histoire a montré que les pirates somaliens ne montent pas à bord des navires au hasard, et ne détournent pas le premier bateau qui croise leur chemin. Ils sont opportunistes dans une certaine mesure, mais aussi méthodiques dans leur méthode. Ils choisissent leurs cibles avec soin, visant souvent ceux qui sont lents, sans défense et de grande valeur, ce qui leur permet de monter à bord facilement, de soumettre l'équipage et de demander une énorme rançon. Et le 23 novembre, une cible apparemment parfaite est apparue à l'horizon. Le MV Central Park, mesurant 145 mètres de long et 24 mètres de large. Avec un tonnage brut de 12 145 tonnes. Ce vaste navire a été construit au Japon en 2015
et battait pavillon libérien. Mais il appartenait en réalité à l'entreprise Zodiac Maritime, basée à Londres, une énorme entreprise de transport maritime, présidée par le milliardaire israélien Ilyas Ofer, dont la fortune est estimée à plus de 33 milliards de dollars. Les navires de ce type atteignent généralement une vitesse maximale d'environ 16 nœuds, soit environ 80 miles par heure. À bord du Central Park ce jour-là, il y avait 22 marins de différentes nationalités, notamment de Bulgarie, de Géorgie, d'Inde, de Russie, de Turquie, du Vietnam et des Philippines. Le navire transportait une grande quantité d'acide phosphorique, un produit chimique très corrosif, mais aussi extrêmement utile et polyvalent, qui peut être utilisé dans les engrais comme additif alimentaire, et qui a également de nombreuses applications dans l'industrie pharmaceutique. Pour les pirates, le Central Park remplissait tous leurs critères. Il était lent, ce qui leur permettait de le rattraper facilement avec leurs embarcations rapides. Il avait un équipage civil relativement réduit, sans garde armée à bord. Il transportait une cargaison suffisamment précieuse pour justifier le versement d'une rançon de plusieurs millions de dollars. De plus, la cargaison était hautement dangereuse et devait être manipulée avec précaution, ce qui signifiait que l'équipage était moins susceptible de tenter des manœuvres imprévisibles ou de faire quoi que ce soit qui pourrait entraîner une fuite ou un déversement. Et c'était juste là, à seulement quelques dizaines de miles au large des côtes somaliennes, traversant le couloir de transit international recommandé, attendant simplement d'être pris, sans qu'aucun navire de guerre occidental ou frégate de l'OTAN ne semble présent dans la zone pour le défendre. C'était une occasion qu'il ne pouvait pas se permettre de laisser passer. Il ne s'intéressait pas à l'acide phosphorique ni à aucune autre cargaison qui se trouvait à bord du navire. Ce n'est pas comme s'il pouvait la siphonner et la revendre sur le marché noir. Pour eux, l'objectif du détournement était l'équipage. Tout ce qu'ils avaient à faire, comme ils l'avaient fait tant de fois auparavant, c'était de prendre l'équipage en otage et de transformer le navire en prison flottante. À partir de là, chaque jour qui passe mettrait de plus en plus de pression sur les responsables du navire et sur les personnes à bord. Les compagnies maritimes, les assureurs, les gouvernements, les familles des otages s'adresseraient aux médias, implorant le retour sain et sauf de leurs proches. Et si tout se passait comme prévu, les autorités finiraient par céder aux exigences des pirates. Donc pour les pirates, le succès ou l'échec de l'attaque dépendait de leur capacité à trouver et à maîtriser l'équipage le plus rapidement possible. Mais nous étions en 2023, pas en 2008. Et après des centaines d'attaques de pirates par le passé, les équipages modernes sont formés pour réagir à ce genre de situation d'une manière très spécifique. Pas en ripostant ou en essayant de jouer les héros. Après tout, ce ne sont pas des soldats, mais des civils, des marins, des ingénieurs et des navigateurs. À la place, on leur donnait un ensemble d'instructions simples, courir et se cacher, au tout premier signe de danger. Les équipages de pétroliers d'aujourd'hui sont censés se diriger vers les salles de sécurité à bord, appelées citadelles, depuis lesquelles ils peuvent lancer des appels de détresse et tenir jusqu'à l'arrivée des secours. C'est une stratégie simple, mais intelligente. Parce que même si les pirates montent à bord et prennent le contrôle du pont, ils ne pourront pas vraiment profiter d'une position de force s'ils n'ont pas accès à l'équipage. Et le 26 novembre, cette stratégie allait être mise à l'épreuve ultime. Il est presque 6 heures du matin. L'aube s'est levée et le soleil commence à apparaître à l'horizon, alors que les pirates foncent vers leur cible. Leurs esquifs peuvent facilement atteindre des vitesses d'environ 25 nœuds, soit près de 47 km/h. Donc rattraper le pétrolier Central Park, qui avance relativement lentement, ne pose absolument aucun problème. Alors arrivés à côté de l'immense navire, les pirates armés utilisent des grappins et des échelles de cor pour grimper à bord sur le pont. Serrant leur AK-47 dans les mains, ils se dirigent vers la passerelle. Ils savent que les minutes qui suivent sont cruciales. C'est ici que tout se joue. C'est le point de bascule dont dépend toute leur opération. Ils doivent trouver l'équipage avant qu'il n'ait la chance de se cacher. Tant qu'ils peuvent faire ça, toutes les autres pièces du puzzle devraient s'emboîter et les négociations pourront commencer. Cela pourrait prendre des jours, des semaines, voire des mois pour que les pirates obtiennent ce qu'ils veulent. Mais avec une vingtaine d'otages à leur disposition, plus une grande quantité de cargaisons chimiques précieuses, ils pourraient repartir de cette opération avec plusieurs millions de dollars en plus. Mais lorsqu'ils ont pris d'assaut la passerelle, les pirates sont confrontés à une réalité brutale et inattendue. Elle est vide, l'équipage est introuvable. Car ce que les pirates ignoraient, c'est que le Central Park les avait repérés à l'approche. Et au tout premier signe de danger, le capitaine turc du navire a déclenché le protocole pour lequel il avait été formé. Aux alentours de 6h00 du matin, pendant que les pirates fonçaient vers le pétrolier, il a activé la balise de détresse automatique du navire, déclenchant une diffusion urgente sur les fréquences militaires, informant tous les navires alliés dans la zone que le Central Park était attaqué. Dans les minutes qui ont suivi, le capitaine et son équipage se sont précipités vers les ponts inférieurs et se sont enfermés dans la citadelle. De nombreux navires marchands modernes disposent de ces pièces sécurisées, prévues à cet effet, souvent situées tout près de la salle des machines, au bout de couloirs sinueux et labyrinthiques qui sont familiers à l'équipage, mais incroyablement déroutants pour des intrus qui ne connaissent pas les lieux. La citadelle est un endroit où les marins peuvent se cacher lors de situations dangereuses, comme des tentatives de détournement. Elle est dotée de murs épais,
et de portes renforcées. Ces pièces sécurisées sont souvent équipées de radios ou de téléphones satellites, qui permettent à l'équipage d'appeler à l'aide. Elles sont également approvisionnées en nourriture, en eau et en fournitures médicales suffisantes pour survivre pendant plusieurs jours, avec des éclairages d'urgence et des systèmes de ventilation pour plus de confort. Certaines citadelles contiennent même des commandes pour différentes parties du navire, permettant à l'équipage de couper les moteurs et d'empêcher les pirates de simplement diriger le navire vers l'un de leurs ports d'attache. Et beaucoup contiennent également des écrans, reliés à des caméras réparties sur tout le navire, ce qui permet à l'équipage de suivre à tout moment la position des pirates. Il est prouvé que les citadelles comptent parmi les mesures anti-piraterie les plus efficaces. Et le 26 novembre, les 22 membres d'équipage du Central Park comptent sur la leur pour rester en sécurité. En s'enfermant à l'intérieur, ils continuent d'envoyer des appels de détresse, espérant être entendus et aidés par l'une des nombreuses forces militaires qui effectuent les patrouilles anti-piraterie depuis une dizaine d'années. Pendant ce temps, aux étages supérieurs, les pirates se dispersent et cherchent le moindre signe de vie. Ils commencent à paniquer en réalisant qu'un compte à rebours s'est enclenché. À chaque minute qui passe, leurs chances de réussite s'amenuisent. Et leur situation est sur le point de prendre une tournure encore plus dramatique. Pour le pire, car un navire à proximité vient de recevoir l'appel de détresse du Central Park. Et ce n'est pas n'importe quel navire. C'est l'un des navires de guerre les plus puissants au monde, l'USS Mason. Un destroyer lance-missile de classe Harley Burke, équipé du système Aegis, doté d'une puissance de feu suffisante pour anéantir toute une flotte de pirates en un clin d'œil. Et il se dirige droit vers eux. Dès que l'équipage du Mason entend l'appel, ils réagissent immédiatement. Les énormes turbines à gaz du destroyer rugissent en s'allumant, propulsant le navire de 155 mètres de long vers le site du détournement. À des vitesses dépassant les 30 nœuds, soit environ 56 km/h. De retour à bord du cargo, les membres de l'équipage continuent de se cacher, espérant ne pas être découverts. Alors que les pirates arpentent les couloirs en appelant les marins à se montrer, ils deviennent de plus en plus frustrés. Chaque pièce est vide. Chaque couloir mène à une nouvelle impasse. Des secondes frénétiques se transforment en minutes, alors que les pirates sentent presque leur prime d'1 million de dollars leur échapper sous les yeux. Et puis, l'inévitable se produit. Le Maçon, accompagné d'un petit groupe de navires alliés et d'aéronefs associés de la force de lutte contre la piraterie de la coalition, arrive sur les lieux. C'est un navire construit pour la guerre. Il est équipé d'un canon d'artillerie Mark 45 Mode 4 de 5 pouces, d'un système d'armes rapprochées Phalanx de 20 mm, de 2 systèmes de mitrailleuses Mark 38 de 25 mm, 4 canons de calibre 0,5 pouces, 96 cellules de missiles et un arsenal complet de missiles surface-air, antibalistiques et de croisière, ainsi qu'un stock de torpilles. Malheureusement, aucune de ces armes n'a vraiment d'importance dans des situations comme celle-ci. Alors que des observateurs extérieurs pourraient imaginer que la marine américaine pourrait simplement envoyer un destroyer lourdement armé pour éliminer les pirates par la force, ce genre de scénario digne d'un film à grand spectacle n'existe tout simplement pas dans la réalité. Le MV Central Park n'était pas un navire de guerre ennemi, c'était un navire civil transportant d'importantes quantités de produits chimiques dangereux. Tout missile, obus ou tir dirigé vers le navire, même avec soin et précision, comportait un risque de faire des victimes civiles, ou de provoquer une grave crise écologique, si l'un des conteneurs de produits chimiques était endommagé. Donc, lorsqu'il est arrivé dans les mêmes eaux que le navire détourné, l'objectif du Mason n'était pas de le détruire, mais de le sauver. Pour cela, l'armée américaine a dû compter sur une tactique particulière, connue sous le nom de visite, montée à bord, fouille et saisie, ou VBSS en abrégé. Le VBSS est l'un des types de missions les plus exigeants qu'on puisse demander à un militaire d'accomplir. Comme l'indique l'acronyme, cela implique que des équipes interviennent sur des navires détournés, les abordent, recherchent des combattants ennemis et reprennent le contrôle. Si cela semble simple, ça ne l'est pas. Il y a d'innombrables variables en jeu et une multitude de façons dont ces missions peuvent mal tourner. Même monter à bord. Les navires en mouvement sous contrôle de l'ennemi peuvent être extrêmement dangereux, les équipes d'abordage arrivant souvent soit par hélicoptère, soit à l'aide de leurs propres vedettes rapides. Une fois sur le pont, ils doivent progresser à travers l'immense navire, en fouillant chaque étage, chaque pièce, chaque couloir. Ils savent que des combattants armés peuvent se cacher à chaque coin de couloir, mais ils savent aussi qu'il y a des innocents à bord qui doivent être sauvés. Ils doivent être capables de faire la différence entre les deux, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas entrer en tirant dans tous les sens. Au lieu de cela, ils doivent prendre le temps d'analyser chaque signe de vie, de distinguer les amis des ennemis, avant de prendre la décision d'ouvrir le feu ou d'apporter de l'aide. Et ils doivent faire tout cela dans les espaces souvent claustrophobes des ponts inférieurs des cargos, où il y a d'innombrables endroits pour que les ennemis se cachent. Dans ces situations, les pirates ont l'avantage, même s'ils sont souvent armés d'armes et d'équipements beaucoup plus primitifs, et qu'ils n'ont pas du tout le même type de formation et d'expérience militaire que les soldats qui les traquent. Ils ont tout de même les avantages cruciaux de pouvoir prendre des positions cachées, préparer des pièges et des embuscades, et tirer les premiers sur leurs adversaires.
Si l'équipe VBSS de Mason devait prendre le contrôle du Central Park, il savait que cela pouvait être extrêmement risqué et coûter très cher. Alors que le navire de guerre américain s'approche du Central Park, la marine américaine envoie un message aux pirates. Ils doivent abandonner immédiatement le contrôle du navire ou en subir les conséquences. La marine espère que cela suffira à effrayer les Somaliens, évitant ainsi la nécessité d'une opération VBSS difficile. À ce stade, les pirates n'ont toujours pas réussi à mettre la main sur un seul membre d'équipage, qui sont tous en sécurité dans la citadelle. Leur fenêtre d'opportunité s'est refermée brutalement. Pour que ce soit un détournement réussi, ils devaient non seulement prendre le contrôle du navire, mais aussi capturer l'équipage. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils auraient eu le pouvoir nécessaire pour exiger une rançon. Maintenant, en regardant au loin sur les eaux un navire de guerre américain valant $1 milliard, ils réalisent que leur mission a rapidement changé. Tous les plans pour une prise d'otage prolongée se sont effondrés. Ce n'est plus un enlèvement, c'est une mission d'évasion, et ils doivent quitter les lieux aussi vite que possible. Quittant les ponts inférieurs et se précipitant à l'air libre, les 5 pirates armés abandonnent leur opération et escaladent à nouveau les garde-corps du chimiquier. Ils regagnent leur hors-bord. Ils poussent l'accélérateur à fond, espérant que leur esquif agile leur permettra de s'enfuir rapidement. Mais ce n'est pas un film hollywoodien, c'est la vraie vie. Et même si la vitesse de l'esquif aurait pu être trop élevée pour que le pétrolier puisse suivre, elle n'est pas suffisante pour s'échapper. Pas face à un destroyer lance-missile américain, surtout lorsqu'il est soutenu par une petite flotte d'avions de surveillance militaire et d'autres moyens. En apercevant les pirates tenter de s'échapper, l'équipage de l'USS Mason passe immédiatement de la planification d'une mission de sauvetage aux préparatifs pour les capturer. Ses moteurs puissants rugissent à nouveau, alors qu'il entame une poursuite navale à grande vitesse du petit navire pirate. Le nouvel objectif est fixé. Arrêter les Somaliens avant qu'ils ne puissent regagner la côte. Si les pirates s'étaient enfuis sous le couvert de l'obscurité, cela aurait peut-être augmenté leurs chances. Un navire comme le leur, si petit qu'il apparaît à peine sur les radars, aurait peut-être pu s'éloigner rapidement de la vue de leurs poursuivants et disparaître dans la nuit. Malheureusement pour eux, cette tentative d'évasion se déroule en plein jour, et les pirates n'ont qu'une très faible avance. En utilisant une combinaison de vigie, d'assistance aérienne et de système radar de pointe, le Mason suit le skiff, sans jamais le perdre de vue, et en se rapprochant à chaque minute qui passe. Les Somaliens ne montrent aucun signe de ralentissement, ni d'intention de se rendre. Alors le capitaine du Mason passe à la vitesse supérieure, et donne l'ordre de tirer une série de coups de semonce. Les armes lourdes du destroyer tirent avec une précision méticuleuse, frappant l'eau autour du skiff et envoyant un message clair à ceux qui sont à bord. Soit vous vous arrêtez et vous survivez pour raconter l'histoire, soit vous risquez d'être pulvérisé si vous refusez. Reconnaissant qu'ils n'ont pas d'autre choix, les pirates prennent la seule décision logique possible. Ils arrêtent leur hors-bord et lèvent les bras en signe de reddition. Mais comme vous allez le voir, le danger est loin d'être terminé. En quelques minutes, une équipe de la marine se dirige vers le skiff pour appréhender les Somaliens. Leurs armes sont saisies, leurs mains sont attachées, et ils sont emmenés pour faire face aux conséquences de leurs actes. En quelques heures, un détournement qui semblait devoir rapporter des millions de dollars à ces hommes s'est terminé par leur arrestation. Personne n'a été blessé ou tué, et les marins du Central Park sont sortis indemnes de leur citadelle. Mais un rebondissement dramatique attend l'équipage de l'USS Mason. La journée semblait avoir été un succès. Un navire avait été sauvé, un équipage de pirates capturé, tout s'était déroulé comme prévu. Mais quelques heures après l'opération, une menace nouvelle et bien plus mortelle est apparue, non pas depuis la Somalie au sud, mais depuis le Yémen au nord. Là-bas, les forces Houthis avaient détecté la présence du navire de guerre américain dans le golfe d'Aden, et elles n'avaient aucune intention de simplement le laisser passer. Ils ont lancé 2 missiles balistiques à grande vitesse depuis une position occupée au Yémen, en direction de l'USS Mason et du Central Park. Les écrans radars du Mason se sont illuminés, et des signaux ont retenti, indiquant les menaces en approche. Les défenses étaient armées et prêtes à tenter d'intercepter les missiles Houthis, mais heureusement, il n'a pas été nécessaire de les utiliser. Les missiles Houthis sont tombés dans l'eau, à environ 10 000 nautiques du navire de guerre américain. Mais le simple fait que les Houthis aient tiré sur un navire américain était un signe clair de la rapidité avec laquelle la situation au Moyen-Orient se détériorait, et de la dangerosité croissante de cet endroit. En l'espace d'une seule journée, un navire américain est intervenu lors d'une tentative de détournement et a vu des missiles ennemis tomber à une courte distance. Même si le Mason aurait été capable de les gérer, on ne peut pas en dire autant des navires marchands et des bateaux civils qui traversent la zone. Et à cet instant, une nouvelle réalité effrayante est apparue pour ces navires et leurs équipages. Non seulement ils devaient désormais craindre à nouveau les pirates, mais ils devaient aussi faire face au risque permanent de missiles supersoniques surgissant du ciel au-dessus d'eux, avec une puissance explosive suffisante pour réduire en cendres tous leurs navires et leurs cargaisons en un instant. Il y a seulement 1 an ou 2, toute la région semblait tellement plus sûre.
On croyait que l'ère de la piraterie somalienne était terminée. Et même si des tensions couvaient sous la surface, le Moyen-Orient n'était pas encore tombé dans un tel état de chaos. Mais à la fin de 2023, cependant, tout avait été bouleversé. Et des destroyers comme l'USS Mason n'étaient plus chargés de patrouilles maritimes relativement paisibles. Ils devaient désormais gérer des appels de détresse, des missions de sauvetage, le suivi de missiles, l'escorte de navires commerciaux et l'interception de drones. Le tout dans l'un des corridors maritimes les plus fréquentés au monde. C'est un rappel brutal de la fragilité de la sécurité maritime. Des endroits qui semblent sûrs et stables peuvent se fissurer et s'effondrer bien plus vite qu'on n'imagine. Et ce n'est pas une, mais plusieurs crises qui peuvent surgir presque de nulle part. Il suffit d'un certain concours de circonstances pour transformer des étendues d'eau entières en véritables pièges mortels. Et il y aura toujours des acteurs malveillants, des pirates aux terroristes, prêts à exploiter ces situations à leur propre avantage. Mais les pirates somaliens n'étaient pas les seuls à subir la force de frappe rapide et décisive de l'armée américaine. Pour voir comment les États-Unis ont capturé le président vénézuélien lors d'un raid éclair de 2h30, cliquez sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant, et je vous retrouve sur le prochain champ de bataille.